À Boston, la neuroscientifique Gaëlle Desbordes s'intéresse à l'action de la méditation sur une petite région du cerveau particulièrement impliquée dans les troubles de l'humeur et de l'anxiété. Ah là, je pense qu'on la voit bien. Cette région, constituée de 2 petits lobes symétriques, s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est une partie du cerveau limbique qui est donc impliquée dans les émotions. Donc l'amygdale est souvent décrite comme le centre de la peur ou de l'anxiété ou de l'angoisse. Les personnes qui souffrent de troubles d'anxiété ou de traumatisme ont eu plus d'expériences qui engagent l'amygdale. Donc l'amygdale a grandi. Et l'une de mes hypothèses, c'est que les effets sont réversibles. Méditer permettrait-il alors de réduire l'activité anormale de l'amygdale, voire même d'en modifier la taille? Pour le savoir, Gaëlle Desbordes propose à des patients dépressifs de participer à un stage de 8 semaines de méditation. Elle les fait passer ce scanner au début et à la fin de l'entraînement. Vous allez voir des phrases apparaître sur l'écran et vous allez devoir réagir en fonction de ce qu'elles représentent pour vous. D'accord? Ça va? Alors vous pouvez aller vous installer dans le scanner. Sur l'écran placé devant leurs yeux, les patients voient défiler des phrases symptomatiques de leur état psychique. Le genre de phrases qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de ruminer en permanence pendant leur crise de dépression. Si vous avez bien compris et si vous êtes prêt, appuyez sur le bouton. Super, on peut commencer. Ils doivent laisser les mots résonner en eux pendant 20 secondes avant d'essayer de s'en libérer totalement. Un exercice a priori tout simple, sauf quand l'amygdale ne fonctionne pas normalement. Au moment où on leur demande de laisser aller, l'amygdale va rester active trop longtemps, ce qui est l'une des caractéristiques du trouble dépressif. Et donc on pense qu'après leur formation de 8 semaines de méditation, les sujets seront capables de désengager l'amygdale et donc renormaliser en fait comment leur cerveau répond aux émotions. Dans son groupe de contrôle, chez des sujets en bonne santé, Gaëlle a constaté que 8 semaines de méditation réduisent effectivement l'activité de l'amygdale. Elle espère à présent mettre en évidence le même phénomène chez les personnes souffrant de dépression. On pourrait ainsi scientifiquement démontrer que la méditation modifie la structure même de notre cerveau, ou du moins de certaines aires cruciales pour notre santé. Le but de ces études neuroscientifiques, c'est d'avoir des données qui démontrent l'efficacité de ces interventions à base de méditation, mais aussi par quel mécanisme elles fonctionnent, et peut-être aussi de prescrire des interventions de méditation comme une forme de thérapie qui soit reconnue, qui soit validée scientifiquement, déterminer combien de temps les gens doivent pratiquer, est-ce qu'il est nécessaire de le faire tous les jours, est-ce qu'il est nécessaire de le faire pour une durée déterminée ou pas, c'est ce qu'on espère pouvoir démontrer dans les années à venir. Quand le programme de Gaëlle Desbordes sur l'amygdale livrera ses résultats définitifs, cela permettra d'améliorer encore la prise en charge des patients et de traiter durablement les troubles dépressifs. Gaëlle et son équipe espèrent en effet découvrir comment entraîner efficacement son cerveau pour qu'il puisse corriger par lui-même certains de ses dysfonctionnements. Depuis l'IRM, on a découvert qu'il y avait également des changements qui pouvaient exister dans le cerveau après avoir pratiqué. Donc des changements qui ne sont pas uniquement un changement d'état pendant la méditation, mais un changement anatomique ou fonctionnel dans le cerveau qui dure, voire même qui devient la nouvelle norme de fonctionnement. L'amygdale qu'étudie actuellement Gaëlle Desbordes n'est pas la seule aire cérébrale qui change quand on médite régulièrement tout au long de sa vie. Méditer modifie durablement de nombreuses régions de notre cerveau, au point qu'il est aujourd'hui difficile d'en faire un inventaire exhaustif. Alors non. Définitivement non. Notre méditante ne fait pas rien depuis qu'elle a fermé les yeux. Elle stimule intensément
ce que les spécialistes appellent neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est l'idée toute simple que le cerveau se modifie avec l'expérience et avec l'entraînement. La plupart du temps, ça se passe malgré nous. La plupart du temps, nos cerveaux sont façonnés par ce qui se passe autour de nous. Avec la méditation, ce que l'on fait, c'est qu'on dirige enfin notre cerveau. On oriente volontairement la neuroplasticité. Pour nous, la méditation, c'est une forme d'entraînement mental. Référence mondiale des études neuroscientifiques sur la méditation, Richard Davidson ausculte depuis des décennies le cerveau des grands méditants, comme le moine bouddhiste Matthieu Ricard. Ses études et celles de ses disciples ont peu à peu révélé que les pouvoirs de l'entraînement cérébral s'étendaient bien au-delà du seul traitement des maladies psychiques. Au début, les scientifiques qui s'intéressaient à la méditation étaient surtout des psychologues et parfois des psychiatres. Mais à mesure que la science a évolué dans ce domaine, on a vu arriver les neuroscientifiques, les immunologues, les cardiologues, les endocrinologues. Ils s'y sont tous intéressés. Depuis le début des années 2000, le nombre de publications scientifiques consacrées à la méditation augmente sans cesse. Aux États-Unis, plus de 250 cliniques et hôpitaux proposent déjà des stages d'initiation à leurs patients. Le plus important d'entre eux est même hébergé au sein de la prestigieuse Université du Massachusetts, en Nouvelle-Angleterre. Le Center for Mindfulness de Worcester, c'est un peu la Mecque de la planète méditation, le temple de la pleine conscience. Ici, on marche en pleine conscience, on sourit en pleine conscience, on s'étire en pleine conscience, et on finirait même par s'endormir sans en avoir conscience. Comme si l'on allait pouvoir soigner toutes les maladies du monde à coups de sonnette magique.